Soyez les bienvenus dans la leçon de divisibilité, partie 2. Les points qu'on va traiter, ce serait de donner d'abord une première proposition. Ensuite, on va donner quelques exemples où on va illustrer la notion de divisibilité pour l'approfondir. Le troisième point, ce serait de donner un théorème sur lequel on va expliquer certaines propriétés de divisibilité. Le quatrième point, ce serait de parler de plus grand diviseur commun. On vient de démontrer, on vient de parler de la notion de divisibilité comme étant un D, un entier qui divise N, et A, un entier, il admet toujours des diviseurs. À titre d'exemple, on prend 1 est diviseur de n'importe quel entier. Là, il s'agit de parler de, si je prends un A et un B, et on va essayer de prendre le plus grand diviseur commun de ces deux entiers A et B. On va montrer qu'elle existe, et s'il existe, elle est unique. Donc, ce qu'on va aborder sur ce point-là. Ensuite, de la même façon, on va essayer de voir entre deux points A et, entre deux nombres A et B donnés, quel est le plus petit multiple commun. Donc, on a des diviseurs communs et on a des plus petits multiples communs entre deux entiers A et B donnés. Et le dernier point, ce serait de proposer, en fait, de donner une proposition autour de cette notion de divisibilité. Donc, proposition 1, elle est composée de 3 points. Le premier point est de dire si A et B deux entiers, si A divise B et B divise A, alors la valeur absolue de A égale à la valeur absolue de B. Donc on prend A et B deux entiers, on essaye de voir si A divise B, B divise A, alors A égale à plus ou moins B. Le deuxième point serait de traiter la notion suivante. Si je prends A, B et C, trois entiers, si A divise B et A divise C, alors A divise toute combinaison linéaire de B et C. Donc A divise B et A divise C, alors A divise une combinaison linéaire de B et C dont les coefficients, ce sont des entiers. Pour tout M, M et N entiers ici. Et le dernier point de cette proposition 1 sera de montrer si A divise B et si B est non nul, alors la valeur absolue de A est supérieure strictement à 0, c'est-à-dire que A est non nul, et la valeur absolue de A est inférieure ou égale à la valeur absolue de B. OK? Donc ce qu'on va voir, on va essayer de démontrer le premier point. Supposons que par hypothèse, A divise B et B divise A. Par définition de la divisibilité, donc il va exister deux entiers notés P et Q, tels que A égale à B fois P et B égale à A fois Q. Donc, on va prendre A égale à B fois P, et qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer B par sa valeur. J'aurai A égale à B fois P égale à A fois Q fois P. D'après cette égalité, A égale à A fois Q fois P, et Q fois P, ce sont des entiers. Le produit de deux entiers, ça reste un entier. Donc, ce qui se traduit par le fait que Q fois P égale à 1. Comment on va obtenir ça? On fait passer cette quantité-là à gauche. J'aurai A en facteur de 1 moins Q fois P égale à 0. Comme A est non nul, alors Q fois P égale à 1. Q fois P égale à 1, qui se traduit par la valeur absolue de Q égale à la valeur absolue de P égale à 1. Donc, si P égale à 1, donc si la valeur absolue de Q égale à 1, ça veut dire Q égale à plus ou moins 1, et P égale à plus ou moins 1, qui se traduit par A égale à plus ou moins B. Donc, on aura la valeur absolue de A égale la valeur absolue de B. Donc, on vient de déterminer la démonstration du premier point que je vais rappeler. Si A divise B et B divise la
A divise M fois B plus N fois C. Donc, je fais par hypothèse que A divise B et A divise C. Par définition de la divisibilité, me donnera l'existence de deux entiers P et Q tels que la première égalité P égale à A fois P, puisque A divise P, et comme A divise C, C égale à A fois Q. OK, donc on aura l'égalité 1 et l'égalité 2. De ces deux égalités, on va prendre, multiplions 1 par M, et l'égalité 2, on va la multiplier par N. On obtient que M fois B égale à M A fois P fois M, et N fois C égale à A fois Q fois N. Donc, nous sommes, à partir de la définition de A divise B et A divise C, nous avons obtenu, en multipliant la première égalité par M, l'égalité MP égale A fois P fois M, et en multipliant N l'égalité 2 par N, nous avons obtenu NC égale à A fois Q fois N. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sommer MP plus NC est égal à AP fois M égale à plus A fois Q fois N. Donc, je rappelle ce résultat algébrique. Si A égale à B et C égale à D, alors A plus C égale à B plus D. Ce que je vais appliquer dans ce que je viens de faire. Donc, la sommation de deux égalités ci-dessous. Donc, je somme le premier terme que je vais dire d'une manière générale, MP plus NC, est égal, je fais le calcul de MP plus NC, je me retrouve comme valeur A fois P fois M plus Q fois N. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit à travers cette égalité que P fois M plus Q fois N, puisque P et M, ce sont des entiers, N est un entier. P fois M, ça reste un entier. Plus Q fois N, le produit de deux entiers, c'est un entier. La somme de deux entiers, c'est un entier. Donc, P fois M fois Q fois N est un entier. Donc, j'ai la division de A par MP plus N est une division entière. Et rappelez-vous, d'après la leçon, la dernière caractérisation de la notion de divisibilité, si la division est entière, alors A divise la quantité MP plus NC. Il s'agit bien d'une division entière. OK. Maintenant, on va voir le deuxième point de la proposition 1, qu'il s'agit de supposer ce A et divise B, et ensuite de se dire que B est différent de 0. Et on va voir, est-ce que j'ai la valeur absolue de A supérieure strictement à 0, qui est inférieure ou égale à la valeur absolue de B. Je rappelle la définition de valeur absolue. La valeur absolue d'un x, si x est positif, c'est la valeur absolue de x, c'est lui-même. Et si x est négatif, la valeur absolue de x, c'est moins x. Donc, puisque A divise B, il existe un entier P tel que B égale à A fois P. Et par hypothèse, on a supposé que B est différent de 0. Comme B est différent de 0, et B est s'écrit comme étant le produit de A avec un autre élément B, le produit est non nul, donc chacun des facteurs est non nul. Donc on a bien A différent de 0 et P qui est différent de 0. P est un entier qui est différent de 0, donc il a comme valeur absolue supérieure strictement 0. Je rappelle parce qu'il s'agit d'un entier qu'on s'est donné au départ. OK? Donc qu'est-ce que je retiens de ce que je viens de faire? La valeur absolue de B, donc puisque P égale A fois P, je passe à la valeur absolue. Je rappelle que A égale à B, la valeur absolue de A égale à la valeur absolue de B. Donc la valeur absolue de B égale à la valeur absolue de A fois P. Et la valeur absolue de A fois, donc d'une manière générale, soit A et B des réels, la valeur absolue de A fois B est égale à la valeur absolue de A fois la valeur absolue de B. Ce que j'ai utilisé ici, la valeur absolue de A fois P est égale à la valeur absolue de A fois la valeur absolue de P. Et rappelez-vous que B était différent de 0. Donc la valeur absolue de un réel non nul, sa valeur absolue est toujours non nulle. Donc la valeur absolue de B est strictement positive, qui est égale à cette quantité-là, donc qui est supérieur ou égal à la valeur absolue de A, puisque la valeur absolue de P est supérieure strictement à 1.
donc qui est supérieur strictement à 0. Qu'est-ce qu'on vient de terminer? La démonstration du fait que 0 est inférieur strictement à la valeur absolue de A, qui est inférieur ou égal à la valeur absolue de B. Maintenant, je vais donner quelques exemples sur la notion de divisibilité. Là encore, le premier exemple, 1, montrer que pour tout n entier positif, je prends un n entier positif, donc montrer que 7 divise la quantité 2 à la puissance 4n plus 2 plus 3 à la puissance 2n plus 1, et 13 divise 3 à la puissance n plus 1 plus 4 à la puissance 2n moins 1. Donc là, pour prouver cet exemple 1, il s'agit de vérifier est-ce que pour n égale à 0, est-ce que ma proposition est vraie? C'est-à-dire, est-ce que 7 divise la quantité 2 à la puissance 2 plus 3 à la puissance 1? Donc 2 à la puissance 2, c'est 4, plus 3 à la puissance 1, c'est 3. 4 plus 3 égale à 7. 7 divise 7 parce que 7 égale à 7 fois 1. Donc on a bien 7 qui divise 7. Et puisque chaque entier divise lui-même. Et ensuite, il faut rappeler qu'il faut utiliser l'induction mathématique ou autre raisonnement pour prouver que cette quantité-là reste toujours vraie. Donc on va supposer que pour l'ordre n est vrai et de montrer qu'elle reste vraie quand on remplace cette quantité-là par n plus 1. De la même façon, on le fait pour prouver est-ce que 13 divise la quantité 3 à la puissance n plus 1 plus 4 à la puissance 2n moins 1. OK? Donc on voit très bien là que l'induction mathématique est un outil très très utilisé et qui permet de résoudre pas mal de problèmes dans la leçon de divisibilité. Exemple 2, sur lequel on va faire la démonstration, montrer que pour tout nombre composite n, admet un diviseur a, tel que a est comprise ou égale entre 2 et la racine de n. Donc je prends un n qui est un nombre composite. N, bien sûr, il faut qu'il soit strictement positif, puisque pour que je puisse évaluer la racine de n. Et pour ce n qui est composite, j'ai toujours au moins un diviseur entre 2 et la racine de n. N est composite, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas premier. Il n'est pas premier, ça veut dire qu'il peut s'écrire sous forme de produit de deux entiers. Preuve, n est composite, donc elle a un diviseur a, tel que a est compris strictement entre 1 et n. Et n égale le produit entre deux entiers puisqu'il s'agit d'un nombre composite. N égale a fois b. Et a, le diviseur a, il est compris entre 1 et n puisque n est strictement positif. Donc je peux toujours choisir un diviseur entre 1 et n. Et n égale le produit entre a et b. Donc si a est supérieur à la racine de n, donc on va faire l'hypothèse où a est supérieur à la racine de n et b à la... Donc qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la méthode de contraposer, qui consiste à supposer que le résultat qu'on veut démontrer est fausse, supposons qu'elle est vraie et on va aboutir à une contradiction. Donc ce qu'on va faire, si a est supérieur à la racine de n et b également supérieur à la racine de n, c'est-à-dire que les diviseurs de n sont tous supérieurs à la racine de n, alors qu'est-ce que je vais faire? Je remplace n par le produit de a fois b, supérieur, puisque a est supérieur à la racine de n et b supérieur à la racine de n. Rappelez-vous que si a est supérieur à c et b supérieur à d, a fois c est supérieur à b fois d. Donc a fois b est supérieur à la racine de n fois la racine de n. Racine de n fois la racine de n, c'est la racine de n au carré, égale à n. Donc qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, si on fait l'hypothèse que a est supérieur à la racine de n et b est supérieur strictement à la racine de n, on se trouve avec le fait que n est supérieur strictement à n. Il s'agit là d'une contradiction. Donc, au moins, l'une des hypothèses qu'on a supposées ici est fausse. Donc, soit que a est plus petite que la racine de n, ou b est plus petite que la racine de n,
Et qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de démontrer que si n est composite, alors il admet au moins un diviseur entre 2 et la racine de n. Donc chaque entier strictement positif admet au moins un diviseur qui est compris entre 2 et la racine de n. Exemple 4, qu'est-ce qu'on va faire? On va prouver que n, pour chaque entier n donné, la quantité n fois n au carré moins 1 que multiplier n plus 2 est divisible par 4. Donc je vais considérer que Pn, ma proposition Pn, et se traduit par le fait que n fois n au carré moins 1 que multiplier n plus 2 est divisible par 4. Alors, je rappelle que quand on veut utiliser l'induction mathématique, c'est posé à se terminer en 3 étapes. La première étape, c'est le cas de base, de vérifier que pour n égale à 0, ma proposition est vraie. Et deuxième étape, c'est de s'opposer, de faire une hypothèse d'induction qui se traduit par le fait que la proposition pour n est donnée, Pn est vraie, et d'essayer de montrer que Pn plus 1 est vrai. Cas de base, pour n égale à 0, je remplace n par 0, j'aurai 0 que multiplier 0 moins 1 que multiplier 0 plus 2, 0 fois n'importe quel entier, ça donne toujours 0. 0 est divisible par n'importe quel entier, en particulier par rapport à 4. Donc, P0 est une proposition qui est vraie. OK? L'hypothèse d'induction, qu'est-ce qu'on va faire? L'hypothèse d'induction se traduit par supposer que Pn est vrai, c'est-à-dire que pour n donné, on suppose que Pn est vrai, c'est-à-dire que n fois n au carré moins 1 que multiplier n plus 2 est divisible par 4. C'est ça l'hypothèse, et on va essayer de montrer que Pn plus 1, quand on remplace n par n plus 1, on a Pn plus 1 est une proposition qui est vraie. OK? Donc l'étape d'induction, la troisième étape est appelée étape d'induction. On va prendre n égale à n plus 1. On aura n plus 1 que multiplier n plus 1 au carré moins 1 que multiplier n plus 3. Puisque n plus 1 plus 2, c'est n plus 3. Et là, on va démontrer qu'il est divisible par 4. Et là, d'abord, on remarque tout d'abord directement ici que n plus 1 au carré moins 1, rappelez-vous que c'est une identité remarquable, a carré moins b au carré n'est rien d'autre que a fois a moins b que multiplier a plus b, que je vais utiliser lorsque je vais développer ce nombre. OK? Donc, on va poser an, c'est n plus 1, que multiplier n plus 1 au carré, moins 1, multiplié par n plus 3. Donc, je vais développer mon identité remarquable qui se traduit par l'expression ou l'égalité écrite ici, an égale n plus 1 que multiplier n au carré plus 2n plus 1 moins 1 que multiplier n plus 3. Donc, je me retrouve avec an égale n fois n plus 1 que multiplier n plus 2 que multiplier n plus 3. Donc, plus 1 moins 1, ça donne 0. Je fais sortir le n ici de cette quantité n au carré plus 2n. J'aurai n fois n plus 2. Donc, j'aurai n fois n plus 1 que multiplier n plus 2 que multiplier n plus 3. Et là, il faut que j'essaie de faire apparaître l'hypothèse d'induction à partir de cette quantité-là. Donc, an, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retranché moins 1 et je l'ai ajouté. Tout à l'heure, on a eu comme quantité ici n plus 4, n plus 3, qui se traduit par n moins 1 plus 4. Et on fait la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. J'aurai n fois n plus 1, que multiplier n moins 2, que multiplier n plus 1, plus 4n, que multiplier n plus 1, que multiplier n plus 2. Donc finalement, je me retrouve avec mon hypothèse d'induction, qui est n fois n au carré moins 1 que multiplier n plus 2, plus 4 fois n que multiplier n plus 1 que multiplier n plus 2. Donc là, par hypothèse, cette quantité-là, an, n'est rien d'autre que la somme de deux nombres, le premier divisible par 4 par hypothèse d'induction, et le second n'est rien d'autre que, il est divisible par 4 parce que c'est un multiple de 4. On voit très bien que ce nombre-là n'est rien d'autre que 4 fois n plus 1 fois n plus 2. Il s'agit bien là
d'un multiple de 4. Et la somme de deux multiples de 4, ça reste toujours un multiple de 4. Donc on a bien AN est divisible par 4. Donc on vient de terminer le fait que n fois n au carré moins 1, que multiplier n plus 2, est toujours divisible par 4 pour tout n appartenant à n. Donc on peut conclure ça en utilisant l'induction mathématique. Maintenant, je vais donner un théorème qui consiste à dire quoi? Que pour tout n supérieur strictement à 0, n en entier supérieur strictement à 0, le nombre 2 à la puissance 2n moins 1 est divisible par 3. Donc il faut qu'on montre que 2 à la puissance 2n moins 1 est divisible par 3. Là encore, je vais utiliser l'outil d'induction mathématique pour démontrer ça. OK? Qu'est-ce qu'on va proposer? On va considérer une proposition Pn comme étant 2 à la puissance 2n moins 1 est divisible par 3. D'utiliser l'induction mathématique, c'est vérifier d'abord est-ce que mon cas de base est vérifié, faire une hypothèse d'induction et ensuite de démontrer que en partant de Pn, j'ai la proposition Pn plus 1 qui est vraie. Donc, cas de base, pour n égale à 1, on voit très bien que pour n égale à 0, on a exclu le cas où n égale à 0. On démarre à partir de n égale à 1. C'est ce qu'on appelle aussi l'induction mathématique généralisée. C'est-à-dire, je vais donner, c'est quoi l'induction mathématique généralisée? J'ai une proposition qui dépend de n. Quand on démarre n égale à 0, est dite induction mathématique sous sa forme simple. Mais quand on démarre avec un n0, au lieu de n égale à 0, alors là est dite une induction mathématique généralisée. C'est-à-dire que je vérifie pour n égale à 0 et je vérifie le cas de base pour n égale à 0 et je fais l'hypothèse que ma proposition est vraie pour n supérieur strictement à n0 et dois vérifier que pour n égale à n plus 1, ma proposition Pn plus 1 reste vraie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? P1, je remplace n par 1. 2 à la puissance 2 fois 1, ça fait 2. Donc, 2 à la puissance 2, ça fait 4. 4 moins 1, ça fait 3. 3 est divisible par lui-même. Donc, on a bien P1 qui est une proposition vraie, puisque la division de 3 par 3, ça me donne 1. Et c'est une division entière. Donc, il s'agit bien là d'une proposition qui est vraie. L'étape 2 de l'induction mathématique est de supposer que Pn est vrai. Et on va essayer de montrer que à travers l'hypothèse qu'on vient de faire que Pn est vrai, c'est-à-dire que 2 à la puissance 2n moins 1 est divisible par 3, d'essayer de montrer que pour n égale à n plus 1, on a également Pn plus 1 est divisible, c'est-à-dire que quand on remplace n par n plus 1, j'aurai 2 à la puissance 2 que multiplier n plus 1 moins 1 est divisible par 3, ce qu'on va essayer de démontrer par l'étape 3 de l'induction mathématique. Donc, l'étape d'induction, montrant que 2 à la puissance 2n plus 1 qui se traduit par 2n plus 2, donc 2 à la puissance 2n plus 2 moins 1 est divisible par 3. Pour démontrer ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est d'essayer d'évaluer ça, de le décomposer de telle sorte à faire apparaître l'hypothèse d'induction. OK? Donc 2 à la puissance 2n plus 1 plus 2 moins 1, c'est 2 à la puissance. Donc, je vais rappeler quelque chose. Si j'ai A et B, en fait, A, N et M, A à la puissance N fois M, en fait, A à la puissance N plus M, n'est rien d'autre que A à la puissance N, que multiplier A à la puissance M. C'est ce résultat qu'on va utiliser lorsqu'on veut décomposer cette valeur-là. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Que le fait que 2 à la puissance 2n plus 2 n'est rien d'autre que 2 à la puissance 2n, que multiplier 2 à la puissance 2. Donc, j'aurai cette quantité de gauche est égale 2 à la puissance 2 fois n. 2 à la puissance 2 n'est rien d'autre que 4. Et moins 1 reste tel quel. Qui est égal à 2 à la puissance 2n. Et là, puisque j'ai envie de faire apparaître l'hypothèse d'induction, je vais dire que 4 n'est rien d'autre que 3 plus 1. Moins 1, donc je laisse tel quel moins 1 ici, sans modification. Et je vais utiliser le fait que j'ai la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. C'est-à-dire
si j'ai A et B, C des entiers, A fois B plus C n'est rien d'autre que A fois B plus A fois C. Donc, je vais faire la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. J'aurai 2 à la multiplication à la puissance 2n multiplié par 3 plus 2 à la puissance 2n moins ce qui reste, moins 1. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le premier terme, 2 à la puissance 2n fois 3, plus 2 à la puissance 2n moins 1, ça n'est rien d'autre que l'hypothèse d'induction. Rappelez-vous qu'on a supposé que pour n donné, 2 à la puissance 2n moins 1 est divisible par 3. Et là, le premier nombre de cette sommation, c'est un multiple de 3, parce qu'il s'agit d'un entier multiplié par 3. 2 à la puissance 2n, ça reste toujours un entier, 1 pour tout n entier donné, parce que c'est un multiple de 2, et un multiple de 2, c'est un entier qui est pair, donc multiplié par 3. Donc on voit très bien que cette quantité-là qu'on cherche à évaluer, c'est la somme d'un premier terme qui est multiple de 3 et d'un second terme qui est par hypothèse supposé divisible par 3. Donc c'est un multiple de 3. Donc qu'est-ce qu'on a? 3 qui divise 2 à la puissance 2n multiplié par 3 et 3 divise la quantité 2 à la puissance 2n moins 1. Donc on a bien 3 qui divise 2 à la puissance 2n plus 2 moins 1. Donc, ce qui termine la démonstration du fait que 2 à la puissance 2n moins 1 est divisible par 3 pour tout n. OK? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de parler du plus grand diviseur commun. Je donne A et B deux entiers. Je viens de définir c'est quoi un diviseur ou bien un facteur d'un nombre donné. Maintenant, pour ces deux nombres A et B, je vais parler de plus grand commun diviseur. Donc, c'est-à-dire de chercher quels sont les diviseurs communs entre A et B et de prendre le plus grand de ces diviseurs. OK? Donc, définition 1. Le plus grand diviseur commun de deux entiers A et B est le plus grand nombre non nul qui divise à la fois A et B. Donc, il s'agit bien là, le plus grand nombre non nul, il faut qu'il soit non nul, qui divise à la fois A et B, puisqu'on a pris A et B, deux entiers donnés. Donc, c'est le plus grand nombre non nul, c'est A et B non nul, le diviseur est non nul. Et qu'est-ce qu'on a dit? Rappelez-vous que pour un nombre composite, il a toujours un diviseur qui s'écrit, qui est compris entre 2 et la racine de n. OK? Donc, ça veut dire quoi? Si mon entier est strictement positif, il a déjà un diviseur. Donc, le diviseur existe toujours. Il a au moins un diviseur, lequel c'est 1 et lui-même. Donc, on a au moins, pour chaque nombre donné, il a au moins deux diviseurs, à savoir 1 et lui-même. Donc, j'ai le droit de parler de plus grand diviseur commun, puisqu'il y a au moins un diviseur pour chaque nombre donné. Et je vais prendre le plus grand diviseur commun de deux nombres A et B, puisque j'ai déjà un diviseur en commun pour n'importe quel nombre A et B donné, c'est le 1. 1 est des diviseurs à la fois de A et de B. Et le plus grand diviseur commun, donc on va essayer de le caractériser à travers cette définition que je viens de donner. Donc quels sont les outils dont on dispose pour calculer le plus grand commun diviseur de A et B? Il y a la méthode, dite méthode d'intersection de la liste des facteurs des deux nombres A et B. Facteurs, c'est-à-dire je cherche les facteurs de A et B, c'est-à-dire les diviseurs de A et les diviseurs de B, et je prends ceux qui sont à la fois des diviseurs de A et des diviseurs de B. Donc là, il s'agit de la méthode dite méthode d'intersection. Là, on veut chercher les méthodes possibles. On vient de parler de méthode d'intersection. Je cherche les facteurs de A, je cherche les facteurs de B, et je prends ceux qui sont à la fois facteurs de A et de facteurs de B, et je prends le plus grand de ces éléments-là, et c'est lui qui réalise le plus grand diviseur commun de A et B. Méthode qui s'appuie sur la décomposition complète en nombres premiers des deux nombres A et B. Donc, il y a une deuxième méthode. On a parlé de méthode d'intersection. On a parlé de méthode d'intersection de facteurs, c'est-à-dire je prends le facteur de A et de B, je prends ceux qui sont à la fois facteurs de A et facteurs de B. Une autre méthode, c'est la méthode qui s'appuie sur quoi? Sur la décomposition complète en nombres premiers des deux nombres A et B. Donc, on va faire la division, la décomposition en facteurs en nombres premiers de A et de B, et on va essayer de voir
comment on calcule à partir de ces décompositions en facteurs premiers le plus grand diviseur commun. Exemple, calculer le plus grand diviseur commun de 12 et 18. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la méthode d'intersection, qui consiste à faire quoi? À chercher les facteurs de 12 et les facteurs de 18. Facteurs ou diviseurs. Hein. Les facteurs de l'entier 12 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Et les facteurs de 18 sont 1, 2, 3, 6, 9 et 18. Et qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les facteurs qui sont à la fois des facteurs de 12 et de 18. Ceux qui sont colorés avec cette couleur-là sont à la fois ceux qui sont des facteurs de 12 et des facteurs de 18. On voit très bien, il y a la présence de 1 ici, 2 également, 3, 6. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre 1, 2, 3, 6, c'est les facteurs communs de 12 et 18. Et le plus grand de ces 1, 2, 3, 6, c'est la valeur 6. Donc, 6, il s'agit bien là du plus grand diviseur commun de 12 et 18. Donc, il est clair que les nombres écrits en rouge sont des facteurs communs et le plus grand de ces deux derniers est 6. Donc, je peux dire que le plus grand diviseur commun de 12 et 18 est la valeur 6. Donc, n'oubliez pas d'utiliser cette méthode, dite méthode d'intersection, pour la recherche du plus grand diviseur commun de deux nombres donnés. Et on vous verra plus tard d'autres méthodes qui permettent de faire des résultats beaucoup plus rapides que cette méthode d'intersection. Parce qu'une méthode d'intersection, elle demande beaucoup plus d'opérations, parce qu'il s'agit à la fois de chercher les facteurs de A et les facteurs de B, et ensuite de les comparer ceux qui sont dans l'intersection entre ces deux ensembles, et de prendre le plus grand élément. Donc, en nombre d'opérations qu'il faut effectuer, elle est beaucoup coûteuse que d'autres méthodes qu'on va voir plus tard. Donc, dans l'exemple 2, calculer le plus grand diviseur commun de 24 et 18. Et là, on va utiliser l'outil de décomposition en facteurs premiers. On a 24 qui peut s'écrire comme étant 2 fois 2, fois 2, fois 3. OK? Et 118, je peux la réécrire sous forme de 2 fois 2, fois 3, fois 5. Comment obtenons cette décomposition? Rappelez-vous qu'on peut utiliser l'arbre de factorisation. C'est-à-dire, je vais dire que 24 c'est 2 fois 12, et 12 n'est rien d'autre que 4 fois 3, et 4 n'est rien d'autre que 2 fois 2. Pour 180, je vais dire que c'est 2 fois, en fait c'est 3 fois 60, et 60 n'est rien d'autre que 3 fois 10, et 10 n'est rien d'autre que 2 fois 5, et ainsi de suite. On prend les facteurs communs, c'est-à-dire ceux qui sont premiers, ici je prends les facteurs communs, de deux décompositions avec leur multiplicité. Parce que 2 a une multiplicité 3. Donc, je peux écrire 24, il n'est rien d'autre que 2 à la puissance 3 fois 3. Et 180 n'est rien d'autre que 2 à la puissance 2 fois 3 fois 5. Je prends les facteurs communs avec leur multiplicité, la plus grande. C'est-à-dire que le plus grand diviseur commun de 24 et 180, c'est 2 au carré. Et 3, je le retrouve à la fois ici, fois 3. Donc, ça fait 2 fois 2, 4. 4 fois 3, ça fait 12. Pardon. Maintenant, on va donner la proposition 1, qu'il s'agit là de séposer CA est supérieur strictement à B. Alors, et c'est une proposition qui est très très intéressante, et on verra plus tard qu'elle va donner naissance à un algorithme sur lequel elle est implémentée pas mal de méthodes. Donc, CA supérieur à B, alors le plus grand diviseur commun entre A et B n'est rien d'autre que le plus grand diviseur commun entre A moins B et B. Parce que A est supérieur à B, qu'est-ce que je vais faire de proche en proche pour aller chercher le plus grand diviseur commun? Et c'est fait à chaque fois d'aller chercher le plus grand diviseur commun de deux nombres. Je laisse le plus petit tel quel et je fais la différence entre le plus grand et le plus petit. C'est-à-dire A est supérieur à B. Le plus grand diviseur commun de A et B, je laisse B, puisque c'est la plus petite valeur entre A et B, je laisse intact. Et je remplace A par la différence de A avec B. Donc c'est le même que plus grand diviseur commun de A moins B et B. On peut réduire, donc de proche en proche, on peut réduire le plus grand nombre en lui soustrayant le plus petit sans changer le plus grand diviseur commun. Donc le plus grand diviseur commun reste intact lorsqu'on réduit le plus grand des nombres en lui soustrayant le plus petit. OK? Donc, exemple 3,
le plus grand diviseur commun de 481, 296. Qu'est-ce que je vais faire? 481 est plus grand que 296. Je laisse intact 296 et je fais la différence entre 481 et 296. J'obtiens la valeur 185. 185 est la valeur la plus petite entre celle-là et celle-là. Je les laisse intacts et je fais la différence entre 296 et 185. Ensuite, j'aurai 111. 111 est plus petit que 185. Je laisse intact 111 et je fais la différence entre 185 et 111. J'aurai la valeur 74 et 111. 74 est la plus petite. Je fais la différence de 111 par rapport à 74. Et j'aurai 37. 37 est la plus petite. Je la laisse intacte. Et je fais la différence de 74 par 73. J'aurai le plus grand diviseur commun de 37, 37. Et le plus grand diviseur commun de deux nombres qui sont égaux, c'est lui-même. Donc on retrouve ici, grâce à cette méthode qui permet de laisser intact le nombre le plus petit, de soustraire celui du plus grand au plus petit, et le plus grand diviseur commun reste intact via cette méthode. OK? Maintenant, on va parler de plus petit multiple commun. Plus petit multiple commun, donc ça veut dire quoi? A et B sont deux nombres. Chacun il a des multiples et je prends le plus petit multiple commun de ces deux nombres A et B. Et on va donner une méthode qui permet de s'appuyer sur le plus grand diviseur commun pour calculer le plus petit multiple commun. Le plus petit multiple commun de deux nombres non nuls A et B est le plus petit nombre divisible à la fois de A et B. OK? Donc, calculer le plus petit multiple commun de 15 et 24. Les multiples de 15, c'est 15, 30, 45. À chaque fois, j'ai multiplié par 1, je multiplie par 2, par 3, par 4, par 5, ainsi de suite. Donc, j'aurai les multiples de 15, c'est 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, ainsi de suite. Et les multiples de 24, je multiplie par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, j'obtiens 24, 48, 72, 96, 120. Ce qui permet d'obtenir quoi? Je prends le plus petit multiple commun de tout ça. Le plus petit multiple commun, à la fois qui est multiple de 15 et multiple de 24, c'est la valeur 120. C'est pour cela qu'on a distingué la couleur de cette liste, la couleur de 120 dans cette liste et cette liste. Donc le plus petit multiple commun est la valeur 120. Donc on obtient, en cherchant le plus petit multiple commun, et faire l'intersection des multiples, je prends le plus petit des multiples communs de 15 et 24. Exemple 5, trouver le plus petit multiple commun de 875 et 1225. J'aurai à faire la méthode de décomposition en facteur premier. J'aurai 875 égale à 5 fois 5 fois 5 fois 7. Et 1225, c'est 5 fois 5 fois 7 fois 7. Réponse, je prends les facteurs en commun, la valeur 5. 5 et de multiplicité 3 dans la décomposition de 875 et de multiplicité 2 dans 1225. Je prends la multiplicité la plus grande, donc 5 multiplié à la puissance 3. Et 7 est à la fois un facteur premier de 875 et de 1225. Je prends encore là le multiplicité la plus grande, donc 7 fois 7, et j'aurai cette valeur-là comme plus petit multiple commun de 875 et 1225. OK? Proposition, on va finir avec cette proposition, méthode mécanique d'utilisation, utilisant la formule suivante. C'est-à-dire, il y a une relation entre le plus petit multiple commun et le plus grand diviseur commun. Donc, le plus petit multiple commun entre A et B, c'est A fois B divisé par le plus grand diviseur commun entre A et B. Donc, si on arrive à calculer facilement le plus grand diviseur commun, pour calculer le plus petit multiple commun, il suffit de faire le rapport entre A fois B divisé par le plus grand diviseur commun de A et B. Donc, à titre d'exemple, je vais prendre le plus petit multiple commun de 481 et 296. On a déjà calculé le plus grand diviseur commun, qui est 37. Et je fais le rapport entre le produit de cette valeur avec celle-là, divisé par 37. J'aurai 3848 comme étant le plus petit multiple commun des nombres 481 et 296. Voilà. Et pour ceux qui souhaitent approfondir cette notion de divisibilité, n'hésitez pas à consulter le site web de Net2Nous en cliquant sur MedNetU et merci.